Future Pachensi. Bon, un peu de sérieux. Aujourd'hui frérot, j'ai envie de te parler d'un album qui est sorti maintenant il y a à peu près plus d'1 an et qui a suscité énormément de critiques à sa sortie. Ce projet a vraiment déçu beaucoup de personnes et a marqué un tournant dans la carrière d'un artiste auquel on promettait un très grand futur. Donc alors aujourd'hui on va parler d'If Looks Cool Kill, le premier album studio de Death Row Lonely, étant à mon avis l'album le plus sous-coté d'Opium. Donc alors comme tu sais, cet album a été vraiment très mal accueilli. Si tu regardes cette vidéo, il y a même des chances que tu l'aies pas aimé toi-même. Et j'ai toujours trouvé que c'est un album qui a été injustement critiqué négativement, tu vois. J'ai vraiment toujours voulu traiter ce sujet, et ce qui a vraiment marqué le point déclencheur pour moi, c'est quand j'ai vu il y a pas longtemps, après la sortie de Love Lasts Forever, des tweets de gens qui commençaient à dire que ah ouais, finalement If Looks Cool Kill n'était pas un si mauvais album que ça, n'était pas un si mauvais projet que ça. Et c'est là que je me suis dit putain, il faut que je parle de cet album. Donc alors dans un premier temps, avant de parler de l'album, j'aimerais bien revenir sur deux projets en particulier de sa carrière, donc No Stylist et Broken Hearts. Tu vas comprendre pourquoi. Donc alors Broken Hearts pour moi est vraiment le projet de Lone qui a marqué les bases de son univers et de son sound. Des sons comme Fun, Miley Cyrus et Dover Street Market avaient mis la lumière sur cette tape qui à ce moment-là avait quand même bien marché à son échelle. Là on peut vraiment dire que c'était entre guillemets le Baby Lone, tu vois, Baby. Avec sa fameuse utilisation du triplet flow un peu en mode DMV et voilà la reverb. Ah ouais, pour moi avec sa baby ça a vraiment été l'un des plus chauds à utiliser la reverb à cette période. Et tout ça bien évidemment sans oublier le travail colossal de Clayco qui marque vraiment l'un des duos les plus iconiques de l'underground. Pour moi Lone et Clayco c'est l'un des duos beatmaker rappeurs les plus iconiques de tout l'underground. Enfin qui a marqué du coup qui a marqué dans le passé, tu vois, vu que déjà Lone est plus underground et je crois qu'en ce moment ils travaillent plus trop ensemble, ou ils travaillent beaucoup moins ensemble qu'avant, tu vois. Putain, faut vraiment que je change ma chaise. Putain, depuis la DMA, j'ai toujours pas de nouvelle chaise. Je prête la chaise du salon à chaque fois. Abonne-toi frérot, faut vraiment que j'ai de la YouTube monnaie. Les chaises gamer avec plein de coussins là, ça aurait été pas mal ça. Enfin bref. À mon avis, c'est vraiment cette tape qui a marqué les bases de son univers, tu vois. Pour moi, ses projets d'avant étaient quand même plus, confus, tu vois. Je trouve que il se cherchait plus, tu vois. Et du coup, c'est vraiment 2 ans plus tard qu'on est vraiment passé aux choses sérieuses avec le fameux No Fucking Stylist. No Stylist est vraiment le projet qui a marqué le plus gros tournant de sa carrière. Ça, c'est un secret pour personne. Et même aujourd'hui, tout le monde dit en général que c'est son meilleur projet, tu vois. On est à peu près tous d'accord sur ça. En fait, ce projet a vraiment marqué une très forte évolution depuis Broken Hearts, tu vois. Entre-temps, il a sorti d'autres projets. Entre-temps, il a sorti des trucs. Mais à mon avis, il était quand même en train de stagner, tu vois. No Stylist, pour moi, a vraiment marqué l'évolution la plus marquante. De toute manière, comme je t'ai dit, c'est un secret pour personne. Ce projet était moins répétitif, il était plus polyvalent, la production avait évolué et on a même vu l'apparition d'éléments essentiels de son sound d'aujourd'hui, comme les guitares électriques dans les prods, tu vois. En fait, sa musique est vraiment passée sur quelque chose de plus mystérieux à mon avis, plus turn up, tu vois, délaissant un peu l'aspect ambiant de sa musique, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ce changement-là aussi qu'on a eu. Je me rappelle plus exactement quand, mais du coup c'est bien dans ces environs-là qu'il est officiellement passé du stade de rappeur underground à rappeur un peu, pas mainstream, mais tu vois ce que je veux dire. Il était plus, on le considérait plus vraiment comme un rappeur underground entre guillemets, tu vois. Je me rappelle à ce moment-là, tout le monde parlait de l'album, tout le monde parlait de No Stylist, les gens l'avaient clairement désigné comme la relève, comme celui qui allait tout niquer prochainement. Moi je me rappelle, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me pencher sur sa musique, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment à ce moment-là que les gens l'ont désigné comme la relève, comme le mec qui allait tout casser, tu vois, le nouveau prodige de l'underground. Bon, même si ça veut rien dire l'underground, tu vois ce que je veux dire. Et c'est donc après tout ça, après la sortie du deluxe de l'album, qu'il reviendra en mars 2023 avec le fameux single If Looks Cool Kill. Là je parle du single. Et ouais, je me rappelle du coup ce son a vraiment bien marché. De toute manière les gens l'attendaient. Il a vraiment été surtout boosté par TikTok. Il y a eu plein de trends, plein de mèmes, je m'en rappelle très bien. Et c'est vraiment lui qui a vraiment fait monter la hype pour l'album, tu vois. Les expectations, ça se dit? Expectations. Et du coup, le jour du dévoilement de la tracklist, je me rappelle, les gens étaient vraiment dans la confusion. Les gens étaient vraiment un peu confus, tu vois. Déjà, l'album a 26 sons. Ils trouvaient que c'était déjà trop long. C'était un peu bizarre qu'il arrive avec un album de 26 sons à ce moment-là, avec juste un seul et unique featuring, le feat avec Ken. Bon, moi, de mon côté, ça m'avait pas dérangé. Au contraire, ça m'a régalé. Mais j'ai vraiment été dans l'incompréhension le jour de la sortie de l'album. Quelques heures après sa sortie,
les gens ont commencé à envoyer de la boue, les gens ont commencé à critiquer l'album. Ce qui revenait le plus, c'était que le projet était ennuyant, qu'il était trop répétitif et qu'il était surtout trop long, tu vois. Mais moi de mon côté, dès sa sortie, j'ai validé l'album, j'ai vraiment validé. Ça a vraiment été mon coup de cœur de l'année et c'est pour ça que je te dis que j'étais dans l'incompréhension, tu vois. Faut quand même dire que je dirais pas non plus que c'était un no skip pour moi, mais disons que sur les 26 sons, j'en avais peut-être liké 17, tu vois. Déjà, premièrement, s'il y a un truc que je déteste, et je l'ai déjà dit, c'est quand un artiste n'évolue pas. Ça c'est clair et net. Quand j'aime la musique d'un artiste et surtout quand j'apprécie un projet, j'attends pour la suite une évolution cohérente et surtout évidemment réussie, tu vois. Si c'est pour qu'ils nous sortent un Eternal Take 2, c'est pas la peine, hein. C'est-à-dire que j'apprécie vraiment quand le rappeur ou l'artiste arrive à proposer quelque chose de nouveau et intéressant sans pour autant partir trop en couille, tu vois. Sans pour autant faire de la musique sous ballon et... Enfin bref, là je vais pas trop partir sur Lil Uzi là, mais en gros, j'aime quand ça part pas trop en couille dans l'innovation, tu vois. Et du coup, c'est exactement ce que ce projet m'a fait ressentir. Pour moi, ce projet est vraiment une réussite de par le simple fait qu'il a réussi son pari en associant parfaitement les sonorités, donc des sonorités grunge, un peu rock alternatif, à son sound de base qu'on connaît, tu vois. En fait, ça nous a vraiment donné un projet unique, un projet original, tout en gardant l'essence de Lone. L'utilisation des guitares sur ce projet est vraiment omniprésente, que ce soit l'utilisation de guitares électriques, saturées, enfin normalement si t'aimes les guitares, t'es pas censé ne pas aimer ce projet. Normalement t'es pas censé être déçu. Si t'aimes les guitares électriques, si t'aimes les guitares saturées, là il y a tout ce qu'il faut pour toi là. Et du coup pour le petit aparté, cet apport est majoritairement dû à Carter Bryson, je crois c'est bien ça. Carter Bryson, excellent pour composer ce genre de sonorité pour du rap, tu vois. Bon là je vais un peu off topic, mais je le dis parce que je le précise, dans notre industrie, s'il y a un truc qui me gêne dans notre game de manière générale, c'est le déséquilibre de mérite qu'il y a actuellement, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réussite d'un artiste, la réussite d'un album, d'un projet, d'un son, peu importe, en majorité, il y a très peu de personnes qui pensent à tous les gens qui sont derrière, tu vois. Il y a beaucoup trop de travailleurs de l'ombre dans le rap, dans la musique, il y a beaucoup trop de travailleurs de l'ombre qui méritent d'avoir beaucoup plus de mérite, Je sais pas si c'est français. Et du coup, c'est vraiment toutes ces guitares saturées, tu vois. Toutes ces guitares qui apportent à l'album cette touche un peu Batmanesque, tu vois. Batmanesque. Putain, mais je commence à créer des mots carrément. Tu vois, moi je t'assure, cet album, tu le prends, tu le mets dans Arkham Knight, il passe crème. Vraiment. Enfin bref, les influences de grunge et de rock alternatif sur ce projet sont vraiment évidentes. Je pense qu'ils ont écouté beaucoup de rock alternatif, beaucoup de grunge, de sons comme ça durant la création de cet album, tu vois. Et à mon avis, c'est beaucoup mieux maîtrisé que dans No Stylist. L'utilisation des guitares est à mon avis beaucoup mieux utilisée dans If Flux Cool Kill que dans No Stylist. Bien évidemment sans oublier le travail de Clayco, encore une fois, hein, et de tous les beatmakers d'Underworld qui sont présents sur la majorité de l'album. C'est vraiment trop leur alchimie, frère. Je sais pas comment ils travaillent ensemble, mais tous ces beatmakers là, c'est vraiment, ils sont vraiment beaucoup trop chauds, vraiment. Ils travaillent trop bien ensemble, c'est vraiment incroyable. Que ce soit les Cade, Velveteen aussi, je crois. Enfin tous les beatmakers d'Underworld, ils sont vraiment beaucoup trop chauds dans ce style. Ils travaillent trop bien ensemble. Leur alchimie, c'est vraiment trop. Franchement, c'est trop. Et du coup on va en parler aussi, mais pour accompagner le projet, il nous a aussi sorti un mini-film, un court-métrage, tu vois, pour accompagner un peu le projet. Il nous a tous un peu fait rire, tu vois, ça veut dire que bon, il était un peu vide, le scénario était peut-être un peu tuba sur les bords, mais voilà, moi je trouve que c'est sympa, tu vois, ça change de d'habitude. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient que l'acting de manière générale était claqué. Bon après moi je pourrais pas vraiment dire vu que je regarde pas vraiment beaucoup de films, je regarde pas trop de séries, donc à ce niveau-là je sais pas si j'ai un avis, mais à ce qui paraît l'acting était nul. J'ai vu il y a des gens qui ont dit que Ken il a apparu 2 secondes, c'est lui qui a le meilleur jeu d'acteur de tout le court-métrage. Enfin bref, c'est clair qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux quand même. Quand tu vois le court-métrage que Lelo nous a sorti avec LHDMA, qui était cohérent avec l'album, profond et qui surtout apportait vraiment quelque chose au message fondamental du projet, c'est clair que voilà, le court-métrage de Lone il est claqué à côté. Je pense qu'il était surtout là pour rajouter de la cohérence visuelle à l'album, pour rajouter de la cohérence à la DA, tu vois, pour mieux retranscrire
découvrir l'univers du projet. Donc voilà pour ma review personnelle. Comme je t'ai dit, ça fait un moment que j'avais envie de parler de ce projet. Pour clôturer le tout, je donnerais peut-être... Vas-y, je vais donner une note. Pour moi, ce projet, allez, je vais dire c'est un 7 sur 10. C'est un 7 sur 10. Personne l'a aimé. Les gens ont envoyé de la boue, ils ont critiqué, ils l'ont pas aimé. Mais à la fin de la journée, je pense que c'est une masterclass. Ce projet, c'est une masterclass dans mon livre. Donc voilà, c'est le plus important. Je pense que les gens étaient peut-être pas prêts. C'était peut-être pas le bon moment pour... Enfin, je pense que les gens, de manière générale, étaient pas prêts à écouter ce genre de sonorité, tu vois. Mais d'un autre côté, je trouve ça un peu incompréhensible, vu qu'ils ont apprécié le single, tu vois. Le single a bien marché. Donc, je sais pas, les gens ont pas aimé. Enfin bref, pour finir, je mettrai dans mon top 5 Spillin, Yo Rise, Chris Paul, Nounou, et Too Damn Rich, surtout Too Damn Rich. Enfin bref, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, frérot. C'était une petite vidéo rapide, une petite vidéo un peu émotionnelle, pas émotionnelle, mais genre c'était, là tu vois, on n'était pas vraiment dans l'analyse, en mode analyse, tu vois. Là c'était un peu en mode, un projet, j'avais envie de parler de ce projet, tu vois, j'avais envie de parler de cet album, donc voilà, maintenant j'ai fait cette vidéo, je suis bon, je sais que j'ai fait ma vidéo sur l'album, je sais que j'ai contribué à ma manière, c'est ma manière de contribuer à moi, tu vois. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, frérot. Reste focus, reste concentré sur toi, c'est le plus important. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, on lâche pas le grind, et voilà, joyeux Noël, c'est Noël, j'adore Noël, stay great.